Fransaskois d'origine nigérienne, Ousmane Ilbo Mahaman est le directeur de la radio communautaire Prairie FM, basée à Gravelbourg, en Saskatchewan. Il est titulaire d'un Master 2 Recherche en communication audiovisuelle et médias de l'Université du Mirail à Toulouse, France, d'un DESS en politique culturelle et action artistique de l'Université de Dijon, France, et est doctorant en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Il est l'auteur du livre « Le cinéma au Niger », d'un roman autobiographique « Les Rondiers, une vie de bleu », paru en 2011, et « Le rendez-vous manqué du Niger avec le cinéma », paru en 2018. Son dernier film documentaire, Zinder, à l'aune des oubliés, est sorti en 2020. Il est le créateur du Festival international de cinéma, les Rencontres du cinéma africain de Niamey, les RECAN. L'engagement d'Ousmane Ilbo Mahaman pour le cinéma et la culture nigérien lui a déjà valu de nombreuses reconnaissances à l'échelle internationale et nationale, dont celle des plus hautes autorités de son pays d'origine. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors, je vais essayer de lire le premier chapitre de mon futur roman, dont le titre provisoire est « Le prix du bonheur ». Pourquoi le prix du bonheur? Tout simplement parce que j'ai parcouru un très long chemin pour être là où je suis aujourd'hui, à Gravelbourg, en Saskatchewan, au Canada. Ce futur roman est une suite normale et logique de mon autobiographie qui est sortie en 2011 à la Société des écrivains à Paris, en France. J'ai essayé la troisième personne tout simplement parce que ça me permet d'avoir une distance par rapport à tout ce que j'ai vécu, mais aussi par rapport à mes lecteurs. Donc, je vais vous lire juste le premier chapitre qui a été écrit pendant la retraite des écrivains 2019. Le téléphone sonne. Ousmane se réveilla aussitôt et d'un geste du doigt, il balaya le cadran de son smartphone. Une voix d'enfant lui demanda « Papa sommeille encore ?» Sa réponse fut aussi enfantine. « Oui, papa a bien dormi. » Il changea de ton et demanda à Elisabeth, qui n'a que 2 ans, comment elle va. Elle était très contente d'entendre la voix de son père. C'est l'une des rares fois, depuis sa naissance, qu'elle se réveilla sans lui à ses côtés. Il voulait savoir comment elle et sa maman avaient passé leur nuit. Très bien, lui répondit sa femme, qui ajouta que Hannah, qui n'avait que 6 mois, va très bien aussi, tout en ajoutant qu'elle ne s'est réveillée qu'une seule fois la nuit dernière pour téter. Et quant à Elisabeth, elle a pris 2 bibis seulement, 2 biberons. Il semble soulagé. Il jeta son drap de l'autre côté du lit, posa ses pieds au sol, qui cherchait la paire de tapettes. Il continua de causer pendant qu'il se brossait les dents, le téléphone accroché à l'épaule gauche maintenu par sa tête. Il était très loin de sa femme et de ses 2 filles. À l'entendre parler, on dirait qu'il voudrait se faire des ailes, se transformer en ces oiseaux migrateurs, voler très haut, dans le ciel, traverser le nuage et les prairies, aller embrasser sa femme et ses 2 filles. Une grande joie et une forte envie pouvaient se distinguer sur son visage. Après avoir déposé la brosse à dents, pris une gorgée d'eau pour se rincer la bouche, la vidéo qui défilait sur son smartphone semblait le rassurer. Maintenant qu'il est sûr que tout va bien, il laissa échapper un large sourire. Pendant qu'il causait, une main frappa à sa porte et une voix lui dit que l'atelier débute dans quelques instants. Il prit son calepin, quitta sa chambre et s'engagea dans le long couloir de l'abbaye Saint-Pierre de Münster. C'est là qu'il croisa Michel Clément, un des retraités comme lui, revenant précipitamment sur ses pas
et se dirigeant droit vers les toilettes. Ils n'eurent le temps d'échanger que de brefs bonjours. Ousmane emprunta le sentier en dalles sinueux qui le conduisait vers la sortie de la baie. Il prend une route bitumée pour sortir de la chapelle. Derrière lui, une voiturette bleue au volant de laquelle se trouvait une très jolie femme, qui s'en allait aussi comme lui. Sourire aux lèvres, elle lui leva les mains. Il répondit aussitôt par un bras levé et un sourire de gentillesse. La femme et sa voiture disparurent sur cette route en tournant à gauche, puis à droite, puis encore à gauche. Empruntant le même chemin, il se trouva face à un immense champ de blé qui s'étale à perte de vue. Au loin, certaines des épis semblaient toucher le ciel. Son trajet s'arrête là. Devant lui, rien que du blé à perte de vue. Il foula doucement avec ses tapettes l'herbe fraîchement arrosée par la fine pluie d'hier nuit qui lui mouilla les pieds. Il contempla longuement l'œuvre des hommes dans l'espace de Dieu, du Tout-Puissant. Face aux ondulations et à la danse du blé, auxquelles seuls répondent quelques cris d'oiseaux solitaires, Ousmane ne s'est jamais senti aussi proche du ciel que dans ce monastère. Dans la plus ancienne abbaye du Canada, fondée en 1903 par la congrégation américano-cassinaise, il ne s'est jamais senti aussi loin de son pays, le Niger, un pays désertique, très vaste, dans lequel tout peut pousser. Un pays qui, comparativement à ce champ de blé, peut aussi nourrir tout un peuple. C'est à partir de l'âge de 15 ans que Ousmane avait compris tout le sens du contrat qu'il avait signé 7 ans auparavant en s'inscrivant à l'école primaire Zangou Nord de Zender comme nouvel écolier le mardi 2 octobre 1967. Cet acte l'obligeait à suivre au quotidien les enseignements dispensés par les maîtres et les maîtresses engagés par l'administration nigérienne. Du cours élémentaire première année au cours moyen deuxième année, Ousmane ne s'était jamais posé la question de savoir ce qu'il fera après. Tous les jours ouvrables du lundi au vendredi, sauf le jeudi bien évidemment, qui est leur jour de repos hebdomadaire consacré, il partait en classe, s'asseoir pour suivre en studio écolier les blabla qu'on lui enseignait. Il avait une sorte de contrat de contrainte avec ses parents, surtout avec sa mère, car son père, lui, s'en foutait éperdument. Pour lui, l'école occidentale, c'était vraiment du baratin. Et c'est pourquoi Ousmane a aussi relégué ses études au dernier plan de ses préoccupations. Dans toute sa famille, personne ne savait ni lire, ni écrire. Autant dire qu'il était le seul de la famille qui pouvait lire, écrire et effacer ses bêtises sur une ardoise. Ni son père, ni sa mère non plus, ne sont jamais allés à l'école. Avant lui, aucun autre membre de sa famille n'y avait mis pied dans une salle de classe. Il est donc le premier de sa descendance. Il était celui qui serait dans le futur un maître d'école, un fonctionnaire, ou peut-être même un commis de l'État. Lorsqu'il se retrouvait sous la lumière d'une lampe à huile, alimentée par du pétrole lampant, le soir après le dîner, lorsqu'il se décidait à réviser ses leçons, son père ne retrouvait plus sa liberté. Il lui demandait d'écouter les bruits que faisaient ses copains dans la rue, qu'il devrait se partager quelque chose. Puisque son père le lui dit, il refermait son cahier, sortait dans la rue et ne rentrait que tard la nuit, lorsque toutes les voix s'étaient tues et que tous les instruments musicaux qui venaient du bar d'à côté, le bar Bienvenu, devenaient muets. Ousmane comprenait bien, mais son père ne comprenait pas que l'enseignement ne s'arrêtait pas en classe, qu'il était continu. Qu'il revenait à son père de prendre le relais de l'instituteur une fois la nuit tombée. Son père lui appliquait la politique que ses parents lui avaient aussi appliquée quand lui-même était petit, c'est-à-dire le chasser de la cour juste après le dîner pour leur laisser le seul moment de la journée pendant lequel ils peuvent causer tranquillement de tout et de rien, mais surtout de la gestion du foyer sans alerter les enfants sur les problèmes quotidiens, sans se faire espionner par ses propres enfants. Ces enfants qu'il était fatigué de voir rôder autour d'eux à longueur de journée.
Voici les raisons principales des 3 redoublements successifs d'Ousmane en 1972, 1973 et en 1974, respectivement en classe de CE2, de CM1 et de CM2. D'ailleurs, c'était même un miracle qu'il soit gardé dans son école. Il aurait dû être carrément renvoyé. Sa chance venait du fait que le pays avait besoin de scolariser tous ses enfants, et sauf cas de nullité absolue, personne ne doit être renvoyé de l'école publique. Donc, c'est un peu tardivement qu'il avait compris que son avenir dépendra de ses efforts sur les bancs de classe. À l'âge de 15 ans, c'est vraiment tard, mais ce n'est pas grave. Il pouvait se rattraper. Ceux qui n'avaient pas redoublé de classe avaient déjà obtenu le brevet d'études du premier cycle et avaient quitté la ville de Zender pour une autre localité, et notamment Niamey, la capitale. Certains de leurs exploits, soit dans leur lycée ou dans leur institut de formation professionnelle, lui parvenaient et il faisait de ses références. Quelle que soit la volonté de ses parents, de le voir réussir comme les autres enfants de son âge, cette volonté était arrivée à sa limite. Cependant, aux yeux de ses parents, tous ces redoublements successifs n'avaient aucune résonance d'inquiétude. Il pouvait redoubler encore s'il le peut, tant qu'il partira à l'école le matin et reviendra le soir à la maison, sain et sauf. Tout va pour le meilleur. Ses parents ne savaient ni lire ni écrire. À lui de se débrouiller pour ses études et à eux de le nourrir pour ne pas échouer dans sa vie. Ce n'était pas ça leur message, mais c'était aussi ça, puisqu'ils ne pouvaient rien faire d'autre que le regarder. De plus, ce n'était pas eux qui avaient décidé de le scolariser, mais sa tante, analphabète elle aussi, un peu plus distinguée et plus moderne que sa mère. C'était donc à partir du collège qu'elle avait pris conscience que les études étaient nécessaires pour qu'il se réalise. Ousmane ne se trouvait pas au collège comme par hasard, mais comme par miracle. Il n'aurait pas eu ce brusque éveil et cette prise de conscience s'il avait par exemple réussi à l'examen d'entrée en 6e. Car cet échec, qui le priva de la bourse publique, avait mis sa mère dans l'embarras. C'est alors qu'Ousmane réalisa que le désintérêt de ses parents vis-à-vis de ses études n'était rien d'autre qu'une impuissance. Ils ne pouvaient rien faire d'autre, quelle que soit leur volonté, car leur analphabétisme était leur pire ennemi. Sa mère était inquiète à cause de l'impossibilité de le voir fréquenter le collège, comme beaucoup de ses camarades de quartier. Elle qui avait fait d'importantes économies et qui s'était préparée à lui payer un vélo pour faire les 5 km quotidiens afin de se rendre au collège public, allait faire face maintenant à une dépense encore plus douloureuse. Trouver les moyens de le faire inscrire dans un collège privé. Il avait alors compris que sa mère n'eût été la barrière infranchissable de la langue que la colonisation française a instaurée dans son pays, qui faisait de sa mère une analphabète. Elle pouvait faire de lui un érudit. Elle était prête à tout sacrifier pour lui. Les vicissitudes de la vie d'un écolier de son époque étaient similaires dans de nombreuses familles poussées par l'illettrisme à cause de leur affiliation à la France. Les foyers dans lesquels les parents étaient très regardants, ceux qui sont lettrés, leurs enfants avaient les résultats scolaires encore meilleurs que les autres. Ousmane ne voyait pas par comment il pourrait être un premier de sa classe. En revanche, tout ce qui se pratiquait dans les rues, poussé par son père, il arrivait presque en tête. La course à pied, le saut des caniveaux, la nage dans les eaux puantes des marigots, la chasse aux oiseaux, le football. Il avait des qualités indéniables. En football, par exemple, il était même reconnu par le directeur de son école comme étant son meilleur élément. Ousmane ne voyait aucun paradoxe entre ce qu'il apprenait en classe et ce qu'il apprenait dans les rues. Lorsqu'il fut admis aux examens du cycle secondaire, le jeudi 31 juillet 1980, il avait la possibilité, comme tout nouveau diplômé, d'émettre au service national d'orientation 3 possibilités de choix. Ce n'est pas grâce à un quelconque conseiller pédagogique, mais plutôt à son intuition personnelle qu'il se dirigea naïvement
vers des études scientifiques et la formation professionnelle dispensée au lycée technique de Maradi, à l'école des mines de l'Aïr d'Agadez ou au centre des métiers d'eau et d'électricité de Niamey. Il avait à l'esprit non seulement le fait d'avoir très vite un métier rémunérateur, mais aussi la possibilité de faire des études approfondies dans les domaines de la physique. C'est pourquoi il avait évité le choix d'un lycée d'enseignement général, où il lui faudra attendre encore entre 5 et 10 ans pour prétendre à un poste de fonctionnaire dans l'administration publique et venir en aide à ses parents. Tous ces trois établissements pouvaient lui permettre de poursuivre ses études supérieures tout en gagnant sa vie professionnelle. Mais hélas, là aussi ce sera le dernier choix, le pire des trois qui lui sera accordé. Au lycée technique de Maradi, il comptait y mettre à profit ses connaissances en mathématiques pour faire de la comptabilité et travailler dans la Banque nationale de développement du Niger, la très célèbre BDRN. À l'école de mines de l'Aïr, c'était pour devenir ingénieur des mines et des travaux publics afin de pouvoir travailler comme inspecteur de contrôle et d'attribution des permis de conduire. Travailler dans une banque, il avait été inspiré par son cousin, et l'envie d'être inspecteur de permis de conduire lui venait d'un voisin de quartier, de même que le métier d'eau et d'électricité. Dans ce dernier cas, il était prévu et même confirmé par une mission de sensibilisation du ministère de l'Éducation nationale du Niger qu'après les 18 mois de formation à Niamey, Ousmane peut y avoir une possibilité de poursuivre ses études dans une école supérieure d'électricité en Côte d'Ivoire pour devenir ingénieur. Voici donc le premier chapitre de ce livre. J'ai jamais pensé un jour que je serais en Saskatchewan sous moins 40 degrés Celsius. Pour ceux qui connaissent le Niger, c'est un pays désertique où la température souvent peut atteindre jusqu'à 40 degrés à l'ombre. Alors cette histoire que je vais raconter dans cette autobiographie, c'est la suite de la première. Alors merci aux organisateurs de m'avoir donné cette occasion. Merci beaucoup.